C'est quoi ce petit sourire? Je viens de raccrocher avec mon conseiller Carac. Pour ton plan d'épargne retraite? J'ai fait le point sur mes placements. À la Carac, ils ont un fonds en euros parmi les plus performants du marché, figure-toi. Et c'est avantageux fiscalement? Oui, je peux réduire le montant de mes impôts et je vais avoir une meilleure retraite. Top! Et la Carac ne me prend aucun frais sur mes versements. 0%. À la Carac, on se bat pour vous. Retrouvez toutes nos conditions générales sur carac.fr. Tout investissement présente un risque en perte de capital. La Carac, mutuelle soumise au livre 2 du Code de la mutualité. Un avion vient de décoller pour le Guyana, un petit pays d'Amérique latine qui est coincé entre le Suriname et le Venezuela. Dans cet avion, il y a un jeune Français, un certain Maël Bazeyac. Maël, il a décidé de s'embarquer dans un projet fou, celui de partir chercher de l'or à l'autre bout du monde, en Amazonie. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast? Contact @lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde et bienvenue dans La Petite Histoire produite par La Fabrique Audio. Je suis Florent Mounier, je vais vous narrer cet épisode que j'ai construit avec Maël Bazeyac, que j'ai rencontré il y a quelques temps, un aventurier qui est donc parti au bout du monde pour le mirage de l'or. Merci à vous pour tous les commentaires que vous nous laissez sur l'ensemble de nos épisodes. Il y a notamment Benjamin, Cécile et puis Lilian qui nous ont laissé aujourd'hui des messages sur Spotify notamment. Aujourd'hui on part donc au Guyana pour devenir chercheur d'or avec Maël Bazeyac qui a écrit un livre intitulé Bagman, le mirage de l'or, que je vous recommande de lire. Il est aux éditions du Passeur, ouvrage dans lequel il raconte l'enfer qu'il a observé et qu'il a même partagé avec des orpailleurs dans une mine d'or à ciel ouvert en Amazonie. Ah ouais, quelle histoire ça aussi. Tout commence lors d'une soirée. Maël est en famille, avec ses parents, mais aussi avec sa sœur et avec le mari de sa sœur, Shane. Il se trouve que ma sœur, quelques années avant, s'était mariée avec un Indien Wapishana. Alors les Wapishanas sont un clan amérindien qui sont réduits ils sont peut-être 14 000 répartis entre le Brésil et le Guyana. Donc c'est vraiment un clan qui est en voie de disparition. Maël, à ce moment-là de sa vie, il a un bon poste puisqu'il est responsable des relations internationales de la Sorbonne à Paris. Quant à Shane, lui, c'est un jeune Amérindien, marié donc avec la sœur de Maël. Ils se sont tous les deux rencontrés au Brésil. Et puis l'amour est passé par là et Shane s'est installé en France. Shane, donc ce personnage qui était comme ça, auréolé un peu de mystère, avec des histoires complètement folles de sa vie dans un village amérindien au Guyana. Ensuite il a travaillé au Brésil, il était guide en Amazonie, donc c'est là où il a rencontré ma sœur, et donc lui forcément ses anecdotes étaient complètement incroyables et très éloignées des miennes et de ma vie à cette époque. Alors ce soir-là, le dîner est arrosé et les esprits se sentent plutôt libres autour de la table. Alors on parle de tout, on parle de politique, on parle de voyage, d'amitié, de rencontres, et puis on parle aussi de projets. Et il y en a un autour de la table qui a un grand projet en tête. Shane veut en fait retourner au Guyana. Il souhaite aller au Guyana histoire d'y trouver de l'or. Ouais, suffisamment d'or pour en fait lancer sa propre entreprise d'écotourisme là-bas. Et Shane commence à raconter ce projet un petit peu fou, à son beau-frère, Maël. Lui, il est très peu bavard. À l'époque, il parlait même pas français, donc on se parlait en anglais, donc on était déjà un petit peu en bout de table, on était un peu éloigné de la discussion familiale. Et c'est moi qui sentais qu'en face de moi, j'avais quelqu'un d'extraordinaire, et je lui tirais un peu les verres du nez. Et c'est un peu comme ça, en tirant le fil, que la mèche s'est allumée, vraiment. Il me parle de son père, qui est orpailleur depuis plus de 30 ans, et il nous dit qu'il a acheté un détecteur à métaux en France, le genre de détecteur qu'on trouve sur la plage le dimanche au bras de passants qui cherchent juste des objets perdus. Et il nous dit qu'il mise tout sur ça et qu'il va partir faire une dernière expédition avec son père avant qu'il soit trop vieux, et surtout qu'il compte sur l'or qu'il va trouver
pour lancer son projet d'écotourisme. Et alors, entre deux verres, il propose à Shane de partir avec lui pour cette folle expédition. Pour moi, c'était hors de question que je laisse passer cette opportunité. Et donc, je me suis vraiment imposé à son expédition. Sur un coup de tête comme ça, je lui ai dit, mais en fait, je pars avec toi. Et j'ai eu une réponse absolument bienveillante, puisque lui, il a été ravi de pouvoir compter sur des bras en plus et sur son beau-frère. Les semaines ont passé. Shane et Maëlle sont enfin arrivés au Guyana. Direction le village de Shane. L'arrivée dans le village, elle est assez spéciale parce qu'on arrive de nuit et il y a une coupure d'électricité. Le premier dîner qu'on fait, c'est à la lueur de la bougie, dans une case, chez une tante de Shane qui fait à manger pour ses 4-5 enfants et qui, elle, n'a pas assez pour se nourrir, en fait, et qui va jeûner pour faire manger ses enfants. Donc moi, j'essaye d'avaler un peu de riz, et enfin un mélange de ce qu'on a pu trouver en passant chez les uns, chez les autres. Et là, je prends conscience quand même qu'on est dans un milieu qui est diamétralement opposé à ce que je viens de quitter, à savoir les plafonds dorés parisiens et le 6e arrondissement. Et très vite, on commence à préparer le départ pour la mine. Mais les premières déconvenues arrivent rapidement, quand Maëlle se rend compte que les choses ne sont pas exactement comme il les avait imaginées. Et l'organisation semble un peu floue entre tous ceux qui sont de l'expédition. Et puis surtout, Maëlle, il s'aperçoit qu'il y a beaucoup de facteurs auxquels Shane, son beau-frère, n'a pas pensé. Comme par exemple le coût du transport. Le transport en pirogue coûte cher pour remonter le fleuve. Et puis il y a aussi le manque d'eau potable sur place, ou bien encore le matériel. Bref, pour Maëlle, c'est un petit peu la douche froide. Shane, il ne faut pas oublier qu'il vient d'une tribu amérindienne où il a tendance un peu à vivre au jour le jour. Et lui, en fait, je découvre qu'il a absolument rien prévu, qu'il a aucune idée de comment on va s'y prendre, qu'il sait à peine où on va, voire pas du tout, et qu'on n'a même pas géré le matériel ou des choses complètement basiques comme les vivres. Le jour suivant est un moment très important pour le village. En effet, c'est la journée où tout le monde se retrouve pour un grand conseil. La place du village est bondée et l'ordre du jour est aux demandes des habitants. Certains ont un permis de construire à obtenir. D'autres attendent ce conseil pour tenter de résoudre des litiges avec leurs voisins. Et puis il y a Shane. Shane, lui, il a soumis une demande au conseil, une demande un petit peu spéciale. Il a demandé au conseil que lui soit octroyé un terrain. Et sur ce terrain, il aimerait bien monter un projet d'écotourisme. Ce qu'il attend de ce projet, c'est en fait énorme pour lui. Shane, il aimerait revenir vivre ici, avec son épouse, qui est toujours en France, avec leur enfant également. Et donc pour cela, il aimerait gagner sa vie. Voilà pourquoi il souhaite développer une activité d'écotourisme sur place. Shane vient donc de décrire son projet à l'assistance, qui l'a écouté avec attention. Et à la fin de la présentation de Shane, un silence se fait alors sentir. Après quelques instants, le conseil prend enfin la parole. Mais finalement, le conseil semble méfiant vis-à-vis de cette idée de Shane en lien avec le tourisme. En effet, quelles pourraient être les conséquences d'un tel projet sur le village ? Le conseil finit donc par octroyer un terrain à Shane, comme il l'a demandé, mais il lui refuse le projet d'écotourisme. Et ça, c'est un coup dur pour Shane. Qu'importe, l'aventure pour l'or se fera tout de même. Oui, sauf que les problèmes d'organisation et de manque d'argent refont surface. Et Maëlle comprend que le groupe attend beaucoup du français et de ses possibilités financières. Moi, je voulais vraiment vivre ce truc à fond, comme eux. Je me suis dit, si eux, ils font ça sans argent, j'ai pas envie d'être différent, en fait. Je refuse d'être pris pour la poule aux œufs d'or ou la vache à lait qu'on va traire comme ça pendant toute l'expédition parce que je suis blanc.
Et donc ça crée une première tension entre son père et moi, où moi je dois expliquer à Shane qu'il est hors de question que je paye quoi que ce soit de plus que mes coéquipiers. Et de toute manière, on se rend vite à l'évidence, le trajet initialement prévu en amont du fleuve serait trop compliqué. Il serait d'abord trop coûteux et puis trop lourd à mettre en œuvre. Bref, il faut à toute l'équipe un plan B et au plus vite. Le groupe a un petit peu le moral dans les chaussettes à ce moment-là. Mais le hasard va s'occuper de redonner un espoir aux futurs chercheurs d'or. Car un beau jour, Shane et Maël croisent la route d'un jeune motard. Le gamin est plein de boue. Il vient juste d'arriver dans le village. Il semble avoir une quinzaine d'années à peu près. Et il est très fatigué. Il dit qu'il a très faim. Il veut juste un repas chaud. Shane, en fait, tout de suite voit que c'est un orpailleur. Il me le dit pas. Il me fait juste un signe de la tête pour me dire ta gueule. Et il va lui parler. Et l'ado finit par lâcher qu'il vient d'une mine d'or. Il fouille dans sa poche de treillis. Et là, il me sort une pépite d'or. C'est la première que je vois de ma vie. C'est une vraie pépite qui n'a pas été travaillée, qui n'est pas un bijou. C'est de l'or natif tel quel. Et là, il nous dit, voilà ce qu'on est en train de sortir. Et en fait, le rendement de la mine commence à être intéressant. Je l'ai volé sur la rampe de lavage de mon patron. Et s'il m'avait chopé, il m'aurait mis une balle dans la tête. Ce gisement se trouverait au cœur de la jungle. Et élément non négligeable, cette montagne se trouverait en terres amérindiennes, ce qui signifie donc qu'aucune entreprise ne peut exploiter le gisement. Cette montagne-là a un nom, c'est Maroudi. Maël et Shane se regardent et ils se comprennent. Ils ont enfin trouvé leur plan B. On s'occupe donc des derniers préparatifs et on part pour Maroudi. La marche est longue, elle est pénible, mais ce n'est rien à côté de ce qui attend nos aventuriers qui arrivent enfin à Maroudi. Évidemment, ils le savaient, à Maroudi, ils ne sont pas seuls. Oh non, il y a beaucoup de chercheurs sur place, les chercheurs venus pour l'or de Maroudi. Lorsque la troupe arrive, les orpailleurs dévisagent les nouveaux arrivants, c'est bien normal. Et ils sont aussi, ces orpailleurs, très surpris de voir parmi les villageois un homme blanc. Que peut bien faire cet Européen dans un endroit si reculé comme Maroudi ? Moi, ce qui m'a sauvé, je pense, en arrivant, c'est que j'arrivais avec une équipe de locaux. Lorsque les regards des orpailleurs sur place tombaient sur moi, leur visage se fermait et j'étais pas forcément le bienvenu. C'est un regard plutôt mauvais et curieux en même temps. Parce que je suis blanc, ils me connaissent pas, donc forcément, leur premier réflexe c'était la méfiance. Nos aventuriers finissent par trouver un coin pour s'installer dans cette mine d'or clandestine. Et ils s'endorment après la marche qui les a épuisés. Nous, on est resté un peu, on a installé notre campement dans la jungle, un peu plus bas, au niveau d'une source d'eau aussi pour pouvoir s'abreuver et puis se doucher de temps en temps. Il est environ 5h30 du matin. Il fait froid. Et Maël est soudainement réveillé par des bruits de pas. Alors il ouvre les yeux. Il n'a même pas le temps de s'apercevoir qu'il grelotte, qu'il aperçoit des silhouettes d'hommes. Des hommes qui semblent rentrer au campement. Ces hommes-là, ce sont des orpailleurs. Des orpailleurs qui ont bossé toute la nuit dans la mine. Ils sont couverts de terre, éreintés, à peine capables de marcher. Et là, c'est la première fois que je vois vraiment des orpailleurs en vrai. Et pour le coup, ils correspondaient assez bien à toutes mes craintes en fait. C'était plus que les fantômes d'eux-mêmes. Ils avaient même plus la force de se nettoyer. Ils avaient l'air vraiment éreintés par un travail que j'avais pas encore vu, mais qui du coup me terrorisait déjà.
Le jour se lève et les orpailleurs avec. Et aujourd'hui, c'est une journée importante parce que c'est le jour de ce qu'on appelle le Bagman Day. Une fois tous les 10 jours, une fois toutes les semaines, tu peux faire descendre un chargement de terre par les camions, ce qui permet en fait une paix sociale, une bonne entente entre les propriétaires de machines et ceux qui viennent tenter leur chance à main nue, donc des gens comme nous. Et donc c'est comme ça qu'on sait qu'il faut partir avec un peu d'argent parce qu'évidemment il faut les payer ces camions. C'est pas gratuit. Cette journée, vous l'avez compris, elle est rare. Et on ne doit pas la rater. Alors l'équipage se remet en route vers le sommet de la montagne. Et il creuse sans s'arrêter à la recherche du moindre milligramme d'or. Alors bon, on est tous fébriles, ça a été une journée harassante. Le Bagman Day, faut pas croire que c'est les propriétaires des camions qui remplissent les sacs qui sont ensuite transportés par les camions. C'est nous. Donc on travaille des heures et des heures comme ça à la chaîne à remplir des sacs. Au plus on en remplit et au plus on a de chances de trouver d'or. Donc c'est sans fin, c'est effréné, on a un rythme de dingue. Donc tout le monde fume, tout le monde se drogue pour tenir la cadence. Pour, avant la nuit tombée, remplir un maximum de sacs qui vont être transportés par les camions. Une fois que les camions ont fini leur boulot, nous, il faut qu'on décharge les camions. Donc, quand tu crois que c'est fini, c'est pas fini. Pendant toute la nuit, avec nos lampes frontales, on va décharger les camions. On va, premièrement, descendre les sacs du camion et ensuite, il faut les vider pour créer une espèce de tas qui sera, dans les jours qui viennent, du coup, broyé. Une fois le travail terminé, on met sur la balance toute la récolte. Les hommes observent dans le silence ce que la balance va afficher dans quelques instants. Leur récolte. J'arrive pas à me rendre compte s'il y a beaucoup ou pas beaucoup. Je vois que ça fait des petites boules comme ça de mercure et d'or, donc ça pour l'instant c'est argenté. Et ça fait des petites boules comme ça qu'on va ensuite mettre dans une petite bassine d'eau. On a une petite boule d'or qui correspond qui est un peu plus petite qu'une balle de golf, on va dire. Finalement, on voit apparaître un chiffre. 16,79 grammes d'or, putain, à peine. Environ 630 €, pas plus. Bon, là, on est dépité. Là, c'est la douche froide. Je crois que tout le monde est déçu, révolté. Je crois qu'on est trop abattu pour être en colère, mais il y a une injustice criante. On a travaillé comme des esclaves pendant des jours et des jours pour un salaire de misère. Et là, c'est vrai que le moral en prend un coup et on se demande si on s'est pas trompé, on se demande ce qu'on fout là, et si on va pas y laisser des plumes. Les hommes de Shane doivent reverser la moitié de cette somme au propriétaire du broyeur. Et ensuite, ils doivent diviser toute la somme entre les 6 membres de l'équipage. Donc si on calcule, ça fait un salaire de 52 € par personne. Pour des heures d'un labeur éreintant. Un labeur qui n'a laissé personne indemne. Le moral des troupes, inutile de vous le dire, il est au plus bas. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que la seule personne qui n'est pas étonnée ni déçue de ça, c'est le père de Shane qui est orpailleur depuis plus de 30 ans et qui, lui, connaît la dureté de ce travail. Et c'est le seul qui reste impassible. Les jours ont passé et le stock de nourriture s'est sérieusement amenuisé. Si le second Bagman Day n'a pas lieu bientôt, l'équipage devra tout simplement quitter Marudi, avec à peine 52 € par personne. Alors l'équipe se met à parler. Maël, lui, il réfléchit. Et d'un coup, il a une idée qui va peut-être donner un nouvel élan à l'aventure. Je me rends compte qu'il faut accélérer les choses. Et donc je leur propose un coup de poker, je leur dis c'est qui tout double. On réinvestit l'or qu'on a trouvé et on essaie de faire descendre un maximum de terre. On réinvestit tout en fait dans la machine qui va travailler pour nous parce qu'en fait dans 3-4 jours j'ai mon avion, on n'a plus de vivres, il faut qu'on quitte cet endroit en fait, et je crois que tout le monde en a envie en fait, il faut qu'on quitte cet enfer. Donc je leur dis écoutez les gars,
on double la mise ou on repart avec rien. Ça à prendre ou à laisser, mais moi c'est ce que je propose. L'idée de Maël est donc la suivante. Au lieu d'attendre un hypothétique Bagman Day dont l'existence s'annonce incertaine, pourquoi ne pas monter à la mine et traiter directement avec les propriétaires des camions ? Avec l'or récolté lors du premier Bagman Day, peut-être que l'équipe de Shane pourrait financer 1 ou 2 trajets en camion. Et peut-être que le second chargement serait plus fructueux en or que le premier. Alors l'équipe d'orpailleurs finit par accepter la proposition du jeune Français. Et l'aventure au cœur de la mine reprend. Malheureusement, les jours passent et les pépites se font rares. Et finalement, au bout de quelques jours, une partie des orpailleurs décide de revenir au village. Il faut rappeler que moi je jouais gros, parce que là en gros j'ai proposé à toute mon équipe de réinvestir l'or qu'on avait trouvé dans des conditions exécrables de travail sans garantie aucune. Et heureusement, voilà, chacun retrouve ses 50 € d'or plus une petite rallonge. Donc voilà, donc tout le monde repart avec l'équivalent peut-être de 100 € d'or. Physiquement, évidemment, j'ai beaucoup maigri. J'ai perdu à peu près 6 ou 7 kilos. Je suis très fatigué. J'ai la peau brûlée par le soleil. Et je remarque aussi que je me suis durci. Mon regard s'est durci. Mes intentions sont plus fermes. J'ai une barbe de plusieurs semaines. C'est vrai que je me reconnais assez mal. Dans la poche de son pantalon, 7 grammes d'or. Et la question est la suivante. Comment va-t-il faire pour repartir d'ici sans se faire reprendre son or par les douaniers ? La seule solution, et on me l'explique très vite, c'est de la faire monter en bijoux. L'extraction de cet or est illégale. Et donc, je peux pas prendre l'avion avec, même si c'est pas beaucoup, à la douane, c'est sûr que j'aurais eu des problèmes. En catastrophe, juste avant d'aller à l'aéroport, on arrive à trouver un petit artisan qui a un chalumeau et il y a un petit anneau. Il a de quoi nous fabriquer un bijou, et donc il va faire chauffer cet or, il va le faire fondre en fait pour pouvoir y insérer un anneau et rendre en fait cet or intraçable. Je pourrais du coup porter autour du cou et faire passer ça pour un bijou de famille ou quelque chose que j'ai toujours eu. Et donc on pourra pas me suspecter d'orpaillage clandestin. Et aujourd'hui, ce pendentif est encore au cou de Maël. Souvenir d'une aventure qu'il n'est pas prêt d'oublier. J'ai vécu, finalement, j'ai trouvé ce que je cherchais, à savoir une aventure extraordinaire. Et surtout, je suis sain et sauf en ayant quitté cet enfer, avec quand même, j'aimerais le souligner, un peu de culpabilité et beaucoup d'amertume d'avoir laissé sur place des gens dont j'ai partagé le quotidien, avec qui j'ai travaillé dans des conditions effroyables. Et c'est vrai que moi, à ce moment-là, je retrouve un peu, lors de mon départ et après, dans les jours qui suivent à Paris, je retrouve un peu mon confort occidental en gardant à l'esprit que j'ai, entre guillemets, abandonné ces gens à leur sort. Pour moi, c'était une parenthèse, en fait, cette aventure dans ma vie. Et eux, c'est leur quotidien. Aujourd'hui, Maël a repris son quotidien, loin des mines, loin des orpailleurs. Et pour découvrir l'intégralité de cette folle histoire, n'hésitez pas à vous procurer l'ouvrage de Maël Bazeillac. Ça s'appelle Bagman, le mirage de l'or aux éditions Le Passeur. Un bouquin de 380 pages d'aventure. Et croyez-moi, vous ne verrez plus jamais les pendentifs dorés de la même manière. Merci à Maël pour le récit de cette aventure qu'il m'a proposée il y a quelques temps. Et merci à vous de l'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle petite histoire. Salut. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ?
Contact @lafabriquaudio.com.